Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 5 erreurs que tu dois éviter si tu souhaites venir en France. Donc pour cela, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car chacune de ces erreurs peuvent te coûter très cher, voire même peuvent faire que ta procédure ne marche pas. Erreur à éviter. Si tu veux venir en France, ne fais pas l'erreur de choisir pour chaque université une formation différente. Je m'explique. Par exemple, pour l'université Sorbonne, tu choisis droit. Pour l'université Panthéon-Assas, tu choisis géographie. Pour l'université de Lyon, tu choisis par exemple histoire. C'est quelque chose à bannir. La majeure partie des gens qui font cela, ce sont les gens qui sont en L1. Donc, ils ne sont pas encore dans l'université. Ils pensent qu'ils peuvent choisir beaucoup de formations différentes dans les universités, croyant que cela va augmenter leurs chances. Mais au contraire, cela va juste diminuer ses chances. Parce qu'au niveau de l'entretien, la personne qui est devant toi, elle ne va même pas savoir les questions qu'elle va te poser concernant quel domaine. Si tu as choisi jusqu'à 3 à 4 domaines, elle ne pourra pas savoir au final qu'est-ce que tu veux. Donc ce que je te conseille, choisis une seule formation pour toutes les universités. Par exemple, réfléchis bien, si tu veux faire droit, choisis droit dans toutes les universités que tu veux choisir. Mais ne choisis pas ici droit, tu choisis ici géographie, tu choisis ici médecine. Cela va constituer quelque chose de néfaste pour toi. Tu peux aller au visa et tout. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ton projet d'étude est incohérent. Donc, c'est quelque chose à prendre avec de l'importance. Choisis une seule formation pour toutes les universités auxquelles tu veux postuler. Deuxième chose à absolument bannir de ta procédure. Tu ne peux pas, par exemple, être en Master 1 juste pour venir en France. Tu te dis, attends, je vais rétrograder jusqu'en L1, voire je vais rétrograder jusqu'en L2. C'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Mais par exemple, tu es en L3, tu veux rétrograder jusqu'en L1 ou bien même tu es en Master 1, tu veux rétrograder jusqu'en L1 ou L2. Ce sont des choses qui sont très mal vues par les gens qui vont traiter ton dossier. La majeure partie, les gens qui font cela, on va leur dire juste dossier incohérent et ils vont pas comprendre pourquoi on leur dit cela. Il est tout à fait normal, par exemple, tu es en L3, tu sais que la procédure Campus France va bientôt commencer, mais tu n'as pas encore tes bulletins de L3. Donc c'est sûr que tu ne peux pas postuler en L3 parce que tes bulletins de L3 ne sont pas encore disponibles. Donc tu rétrogrades d'une année, tu retournes en L2. Cela est compréhensible. Mais tu ne peux pas, par exemple, être en master, vouloir rétrograder. Déjà, tu as diplôme, licence. Tu es en master, tu veux encore rétrograder jusqu'à L1 voire L2. Juste, tu vas te dire, bon, moi, je veux aller en Europe. Donc, même si je redouble des classes, ce n'est pas important. Mais cela est mal vu par les gens qui vont se charger de vérifier ton dossier. Donc, ce que je te conseille, ne rétrograde jamais jusqu'à ce que ça dépasse 2 années en arrière. Tu es en L3, tu veux rétrograder, viens en L2. Tu es en L2, tu veux rétrograder, viens en L1. Tu es en Master 1, tu veux rétrograder, viens en licence 3. Mais ne fais jamais, par exemple, tu es en Master 2, tu veux rétrograder jusqu'en L1, voire même en L2. Si tu fais cela, on va juste te dire que ton dossier est incohérent et tu auras des... Troisième chose à absolument éviter, c'est de postuler pour une année supérieure. Je m'explique. Par exemple, tu es en L1 et sur Campus France, tu veux postuler pour la L2. Avant de faire cela, assure-toi qu'avant la fin de la procédure Campus France, tu auras déjà tes bulletins de L1. Je vois beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en L3, ils n'ont pas encore terminé leur examen et ils ne savent pas quand est-ce que les bulletins seront disponibles et ils se permettent de postuler pour une année supérieure, c'est-à-dire en master. Si vous faites cela, vous serez accepté sous réserve, c'est-à-dire si vous ne validez pas votre année en cours, vous perdez votre prescription. On peut comprendre, vous êtes en terminale, là vous êtes obligé. Vous êtes en terminale, vous postulez, donc vous allez postuler pour L1. Mais même si vous avez une acceptation, comme ce fut mon cas quand je faisais la procédure, même si vous avez une acceptation et vous ne parvenez pas à avoir le bac, c'est-à-dire que vous allez
perdre votre préinscription. Je peux dire même beaucoup de gens qui ont fait cela, par exemple les gens qui étaient en terminale l'année passée, ils ont eu il y avait le coronavirus et tout, donc la date du bac a été repoussée. Ils ont eu des acceptations, mais ils ne pouvaient pas déposer le visa. Ils devaient d'abord valider leur bac avant de déposer le visa. Donc moi, je ne vous conseille pas de postuler en année supérieure si vous n'êtes pas en L1. Et aussi, on sait que l'Afrique, on est en Afrique et tout. Donc les choses sont extrêmement lentes. Vous allez juste penser que oui, je suis en L2, mais je ne veux pas redoubler, donc je veux aller en L3. Vous allez postuler pour L3, peut-être même vous aurez des acceptations sous réserve de vos bulletins de L2. Puis arrivé à terme, vous n'avez pas vos bulletins. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre votre préinscription. Pour que cela ne se produise pas, ne postulez pas en année supérieure si vous n'êtes pas en L1. Vous pouvez même postuler pour la classe que vous êtes en train de faire. Ou bien même rétrograder d'une année. Mais ce que je ne vous conseille pas, c'est de postuler en classe supérieure s'il se trouve que vous n'êtes pas sûr que vos bulletins seront disponibles avant que la date limite pour soumettre vos bulletins sur Campus France. Une chose à absolument éviter. Je vois beaucoup de personnes, par exemple, ils vont faire bac avec la série L, puis ils vont avoir le bac et tout. Par exemple, ils veulent faire de l'informatique, mais ils savent que s'ils vont au niveau des établissements publics, ils ne peuvent pas faire l'informatique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider d'aller dans des établissements privés pour faire la filière qui leur plaît. Mais le problème est que, par exemple, tu te retrouves dans ces genres de situations, tu es là, puis tu veux postuler, par exemple, tu es, je sais pas, en L1 informatique dans une université privée. Au Sénégal, par exemple, tu veux aller continuer en L1 même dans une autre université à Paris. Et le problème, tu as bac avec la série L. Je croyais même que l'Europe, ils ne prenaient pas cela en compte. Mais cela est faux. Il y a des filières, par exemple, l'informatique, tu ne peux pas le faire, ou bien même, je ne vais pas dire que tu ne peux pas le faire, mais tu as peu de chances qu'ils te prennent si tu n'as pas fait les filières scientifiques. Donc moi, je ne te conseille pas, par exemple, tu sais que avec les écoles privées, tu ne peux pas faire cette filière, donc tu décides d'aller dans les établissements privés juste pour faire cette formation. Après, une fois que tu voudras venir en France, si tu postules pour cette formation, tu as de fortes chances qu'ils ne t'accordent pas d'acceptation. Donc cela aussi doit être pris en compte. Cinquième chose à éviter, bâcler son entretien pédagogique ou bien même sa lettre de motivation. Ce sont des choses qui demandent de la préparation. Donc vous ne pouvez pas par exemple prendre une date juste aller au niveau de l'entretien croyant que tout va aller sur les rails. Avant d'aller à quelque chose, tu ne peux pas te lever un jour, tu dis je vais aller faire le bac sans préparation. Il faut tout d'abord faire des recherches, comme je l'ai dit, je ne vais pas y revenir. J'ai déjà fait une vidéo sur les entretiens. Juste la question que je vais vous répéter encore, on dit le fait de répéter c'est pédagogique. La question que je vais encore vous répéter c'est il faut faire des recherches très poussées avant d'aller à l'entretien. Pour la même chose, la lettre de motivation. Votre lettre de motivation doit être bien soignée. Je vois beaucoup de personnes, vraiment en lisant leur lettre de motivation, je sens que ces gens-là, ils n'ont pas pris trop de temps, ils n'ont pas fait beaucoup de recherches sur la lettre de motivation. Par exemple, quand est-ce que la lettre de motivation elle est importante? Si vous savez que vous n'avez pas eu de très bonnes moyennes, genre 14, 15, 16 de moyenne, qu'est-ce qui peut vous sauver pour avoir des acceptations? C'est votre entretien pédagogique, mais aussi votre lettre de motivation. Par exemple, quelqu'un peut avoir 15 de moyenne, vous avez juste 12 de moyenne. Qu'est-ce qui va faire la différence? Vous allez par exemple à l'entretien, vous montrer à l'examinateur que
peut-être ce dernier vous a dépassé en moyenne, mais vous réellement, vous voulez faire cela. Donc, vous montrez, vous réussissez à persuader l'examinateur que vraiment vous êtes motivé. Vous faites aussi une très belle lettre de motivation qui va montrer à cette personne que certes vous n'avez pas ces moyens, mais vous savez ce que vous voulez faire. Et même si vous allez y passer des heures, vous êtes prêt à le faire. Une personne qui a 15 de moyenne ne fait pas d'effort, bacle, lettre de motivation, entretien, il va là-bas, il fout rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se demander même, cette personne, comment elle a fait pour avoir cette moyenne-là? Donc, ce sont des choses à ne pas négliger. L'entretien pédagogique, il faut une préparation, mais aussi pour la lettre de motivation, il faut savoir comment l'écrire, il faut savoir les choses qui doivent figurer dans une lettre de motivation. Bientôt, je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer étape par étape les éléments indispensables qui doivent apparaître dans une lettre de motivation.